Polarisation sociale et actes pédagogiques, je vous commencerai par dire que c'est extrêmement difficile de faire un support visuel pour un sujet aussi abstrait. Vous excuserez la piètre qualité de mon PowerPoint. J'ai quand même essayé de mettre le plus d'informations possible pour vous permettre de suivre et que ce soit le plus dynamique possible. Merci à 1 an maintenant presque de pandémie et d'enseignement sur Zoom qui m'ont appris ce genre de choses de base. Alors, allons-y avec le début. Je vais aller ici. Plan de la présentation. Je vais commencer un peu par mon parcours, pas parce que j'ai un côté narcissique, mais simplement parce que je pense que c'est important de préciser d'où je viens et quel regard ça m'apporte à avoir, ça me porte à avoir sur le sujet de la liberté académique. Je vais parler, on va parler un peu de prévention de la radicalisation, qu'elle soit violente ou non, parce que c'est un de mes domaines d'expertise, entre autres pour ça que je suis ici avec vous ce matin. Et si vous vous posez la question, y a-t-il un lien entre radicalisation et liberté académique? Oui, il y en a un, et c'est vraiment ça, sur ce sujet que j'aimerais vous aborder, que j'aimerais aborder et que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble collectivement ce matin. Ensuite, aborder les sujets sensibles en classe et je vais terminer avec une tentative de trucs pour désamorcer des situations conflictuelles, même si c'est très, très embryonnaire. Vous m'en pardonnerez, évidemment. Je pense que cette présentation, plus elle avance, plus elle gagne en intérêt, plus les diapos sont loin et, autrement dit, plus c'est intéressant. Je pense qu'on se rend à 13 diapositives, quelque chose comme ça. Donc, le moins intéressant, c'est le début, c'est moi. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Très rapidement, donc, je suis comme beaucoup de profs ici. D'ailleurs, je trouve ça extrêmement privilégié de m'adresser à des profs. Je le prends vraiment avec beaucoup d'émotion. Dans une position d'équilibriste culturel, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, beaucoup de gens ici. Je viens d'un milieu blanc, francophone, laïque, athée. Je ne suis même pas baptisé, ça vous donne une idée, dans la génération à laquelle j'appartiens. J'enseigne dans un milieu extrêmement multiculturel. À Bible, je ne pense pas qu'on ait de statistiques précises au Collège de Maisonneuve. Pour ceux qui ne savent pas, je suis au Collège de Maisonneuve, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Un milieu qui est extrêmement multiculturel. Je vous dirais que au moins presque un de mes étudiants sur deux n'a pas au moins un de ses deux parents qui n'est pas né au Québec. Donc, ça donne une idée là, de la diversité que j'ai dans mes classes. J'ai, à travers les années et à travers plusieurs expériences personnelles, changé d'idée sur la question, sur le sujet dont on parle aujourd'hui. Je suis parti d'une position où je pensais qu'il y avait la nécessité de bousculer les étudiants, la nécessité d'imposer une forme d'enseignement un peu plus classique à une position qui est différente et qui est nuancée. Un peu plus sur l'enjeu. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de mon parcours, parce que je pense que mon parcours peut représenter plusieurs personnes ici qui vivent un peu cette position d'équilibriste culturel là, où ils ont leur propre système de valeurs, leur propre conception de la liberté académique, leur propre conception du monde en général, voire leur propre conception religieuse ou de l'absence de religion, ce qui est mon cas, et qui doivent composer avec des classes qui sont complètement différentes de eux et qui ont des valeurs qui sont complètement différentes de eux et qui regardent le monde sous une autre lunette. Et ça demande quelque chose d'extrêmement important qui teinte complètement l'acte pédagogique. Il y a une incompréhension mutuelle entre la majorité francophone et les groupes minoritaires. Il y a une incompréhension qui se fait au niveau même du champ lexical, de la manière dont on se parle collectivement. Et cette incompréhension mutuelle-là est à la source de beaucoup de problèmes actuellement qu'il y a ici. Si on prend différents enjeux qu'il y a eu dans la société québécoise, entre autres la fameuse polémique du N-word ou le mot N, il y a évidemment un regard très différent sur cet enjeu-là qui va être porté en fonction de votre position culturelle, de l'endroit duquel vous nous parlez dans la société, autrement dit, de la manière dont vous vous positionnez. Êtes-vous dans la majorité ou êtes-vous dans une forme de minorité, des gens en partie, mais aussi de quelle culture venez-vous, comment vous avez été éduqué, quelles sont vos valeurs, comment on vous a enseigné un paquet de choses. Ça a une influence directe sur la conception que vous allez avoir de ces sujets-là. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à ne pas oublier. Je vais y revenir de toute façon plusieurs fois dans le courant de la présentation ce matin. J'ai travaillé sur le dossier de la radicalisation au Collège de Maisonneuve en 2015. Pour ceux qui se rappellent un peu de cette histoire-là, vous m'avez peut-être déjà vu dans le cadre de ces fonctions-là, d'ailleurs dans d'autres conférences où je parlais à ce sujet. Ça a énormément teinté ma perspective sur le sujet d'aujourd'hui.
en fait, ça a complètement bouleversé mes certitudes. Je le dis là parce que on va le dire, j'ai cheminé entre 2015 et maintenant sur le sujet et ça n'a pas été évident toujours à l'intérieur de mon propre esprit. Je me suis confronté beaucoup moi-même et j'ai été confronté par plusieurs personnes qui m'ont fait réaliser un paquet de choses auxquelles je n'avais pas pensé auparavant. Je pose la question et c'est là-dessus que je veux partir vraiment à la conférence de ce matin. Radicalisation ou polarisation sociale. Souvent, les gens vont confondre les deux et vont avoir tendance à ne pas voir le lien qu'il y a entre les deux phénomènes. D'abord, être radical, là, pour ceux, je suis désolé là, si je dis généralité pour certaines personnes. Là, je sais que je m'adresse à un très large public. Là, il y a des gens qui sont plus versés dans ce genre de questions-là, d'autres moins. Donc, je vais de manière très large, là, puis je ne veux pas insulter l'intelligence de personne. Vraiment désolé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, être radical en soi, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Il y a un paquet d'exemples de radicalisme dans l'histoire qui sont extrêmement positifs. Martin Luther King, Gandhi, les suffragettes, nommez-les. Vous êtes tous probablement ici très radical à votre propre façon sur un ensemble de questions. Je suis radicalement pour l'égalité homme-femme, par exemple. Personne ne va me faire changer d'idée. Donc, être radical en soi, c'est pas un problème. Le problème, c'est la manière dont la société se polarise autour de différents types de radicalisme et c'est le fait de ne pas être capable de concevoir qu'une autre personne puisse avoir un point de vue opposé au nôtre et qui soit valable. C'est là où ça débloque. C'est pas dans le fait d'avoir principalement des opinions qui sont radicales. Je le répète, vous êtes probablement tous, je sais, je fréquente assez de milieu intellectuel, milieu universitaire, probablement tous et toutes des radicaux en puissance sur un ensemble de sujets. Si je commençais à discuter avec vous, je m'en rendrais compte assez rapidement. Je préfère parler de polarisation sociale. C'est vraiment ça qui est l'enjeu actuellement et c'est un mal profond qui ronge nos sociétés. Si vous cherchez un exemple concret, 6 janvier aux États-Unis, je pense que simplement dire ça, c'est suffisant pour expliquer du moins ce que je pense sur la question. Le vrai problème auquel on doit faire face, c'est la question de la polarisation sociale. Alors, au-delà de la question de la liberté académique, il y a cet enjeu-là qui range nos sociétés et qui doit absolument être pris au sérieux. Et il y a un lien entre la manière dont on traite des sujets en classe et la polarisation sociale. À ce niveau-là, en tant qu'enseignant, on a une responsabilité énorme. J'insiste là-dessus et je vais y revenir encore plusieurs fois aujourd'hui. La polarisation sociale, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sont pas versés sur la question, il y a étonnamment peu d'études qui ont été faites sur la question, peu de définitions qui sont faites. C'est un terme qui est à la mode en sciences sociales, qui se développe. J'ai mis une définition ici, séparation accrue des groupes constitutifs d'une société autour de différentes lignes de fracture, des lignes ethniques, linguistiques, religieuses, idéologiques. Elle intensifie et accentue les différences entre les groupes, ce qui peut contribuer à la radicalisation. Et elle augmente partout dans le monde au détriment des identités inclusives. Pour ceux qui se demandent d'où vient cette définition, que je trouve très bonne, en passant, elle vient d'un groupe qui s'appelle Recherche-Action sur les polarisations sociales, dont Habib et moi sommes membres et qui est dirigé par la lumineuse Cécile Rousseau, qui donne la conférence d'ouverture demain matin. Je vous conseille fortement d'y assister, d'ailleurs, ça va être sûrement très bon. Donc, la polarisation sociale est véritablement l'enjeu auquel on doit s'attaquer et la question de base, quant à savoir comment s'attaquer à la polarisation sociale, en fait, pour savoir comment s'attaquer à la polarisation sociale, il faut comprendre le phénomène du radicalisme parce que c'est ce phénomène qui polarise vers les extrêmes. Il y a des principes de base en prévention de la radicalisation. Je veux rapidement passer par ces principes-là pour que vous compreniez un ensemble de choses. L'idée de jeter des bases pour la suite de ma présentation. D'ailleurs, j'ai aucune idée combien de temps précisément ça va me prendre. Je sais que j'ai une demi-heure maximum. Je vais essayer de garder du temps pour les questions. J'ai jamais fait cette présentation. Vous êtes tous des profs. Vous savez que c'est très difficile d'évaluer combien de temps ça nous prend une première fois qu'on présente quelque chose. Alors, il y a 3 niveaux de prévention. En prévention de l'extrémisme violent, mais en prévention de la radicalisation. Je vous les nomme pour une question académique pour que vous compreniez de quoi je parle, mais je vais me concentrer surtout sur le premier niveau. Alors, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la prévention universelle ou la prévention primaire. C'est un fonds de prévention qui vise la réduction de la violence indirectement en s'attaquant aux facteurs qui favorisent le développement de la radicalisation. Elle aspire à réduire et contenir les tensions entre tous les groupes et elle ne cible pas les individus perçus comme vulnérables, mais l'ensemble de la communauté. La prévention primaire, c'est ce qu'on fait nous comme enseignants. C'est l'idée de développer dans notre classe un milieu intéressant où il peut y avoir une discussion et une soupape pour faire sortir la vapeur. Essentiellement, c'est ça.
C'est vraiment de ça dont je veux vous parler. Pour ceux qui s'intéressent aux autres niveaux de prévention, parce que vous êtes des curieux, vous êtes des profs, vous voulez le savoir, ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est une forme de prévention qui prend en charge des individus qui sont jugés vulnérables. On ciblerait, par exemple, une classe de la société qui serait plus à risque. Plutôt que de cibler l'ensemble des étudiants dans notre classe, on dirait, je vais cibler tel groupe d'étudiants qui semble être plus à risque. Et la prévention tertiaire, c'est ce qu'on appelle l'intervention clinique auprès de jeunes qui sont radicalisés. Vous comprenez que la prévention secondaire, la prévention tertiaire, ça se fait par des professionnels qui sont formés. C'est pas quelque chose que vous et moi, on fait au quotidien. Nous, on s'intéresse donc davantage à la question de la prévention primaire. Quels sont les grands principes de base de la prévention primaire? Encore une fois, pourquoi je vous parle de ça? Là? Parce qu'il y a un lien entre radicalisation et polarisation. Je veux que vous voyez carrément la manière dont les gens pensent. Les grands principes de la prévention primaire, il y en a plusieurs. J'en nomme 3 principalement. Contribuer à dépolariser l'espace social en favorisant le renforcement des solidarités et le développement d'une conscience complexe et d'une conscience de l'autre. C'est quelque chose de, évidemment, vous allez me dire, c'est ce que je fais tous les jours dans ma classe. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. C'est ce que vous faites tous les jours dans votre classe et c'est ce dont, essentiellement, c'est la raison pour laquelle on vous paye, principalement quant à moi. Et c'est une des principales fonctions du système d'éducation, devrait être contribuer à dépolariser l'espace social. Protéger la légitimité de la dissension et permettre l'expression d'un discours ambivalent. C'est extrêmement important dans un contexte de prévention du radicalisme. Si vous ne laissez pas un discours ambivalent s'exprimer, je vais en parler plus tard, mais dans un lieu contrôlé, vous l'envoyez s'exprimer sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur n'importe quel média social. C'est ce que vous faites. Alors, si on s'arrime à réprimer certains discours qui ne nous plaisent pas, ces discours-là se déplacent, ils ne disparaissent pas, ils se déplacent. Et c'est ce à quoi je vous incite à réfléchir avant de penser qu'on est tous libres de dire ce qu'on veut dans une salle de classe. On l'est bien sûr, mais ça vient avec une responsabilité qui est très importante. Il y a un principe opérationnel à la prévention primaire, impliquer des intervenants crédibles aux yeux des participants. Si vous n'êtes pas crédible aux yeux des individus auxquels vous vous adressez, ils ne vous écouteront pas. Ils vont juste simplement pas prendre en considération ce que vous dites. Et ça, c'est extrêmement important. Et cette crédibilité, vous devez la construire comme enseignant. Si vous arrivez avec une posture de confrontation avec les étudiants, ils ne vous écouteront pas. Vous allez leur enseigner des choses, ils vont les retenir, les plus brillants vont les noter, ils vont les vomir sur leur copie d'examen, puis ils ne s'en rappelleront plus dans 3 ans. Il n'avoir aucun impact sur eux, vous êtes passé à travers leur esprit comme si vous n'aviez jamais existé. Je ne pense pas que c'est ce que vous cherchez comme acte pédagogique non plus. Il y a un principe important aussi, la prévention primaire, quand elle est mal faite, elle peut devenir un facteur de risque. Ça peut être un facteur de radicalisation. Je donne un exemple très concret. J'ai interagi avec énormément de profs dans ce contexte-là, entre autres dans le contexte de la radicalisation de 2015. J'ai rencontré une prof, je ne vous donnerai pas qui, je ne vous dirai pas dans quel cégep, c'est un prof de cégep, ni dans quelle matière, mais juste pour que vous voyez un peu le portrait. Une prof qui allait voir ses étudiantes qui portaient le hijab dans sa classe et qui allait les voir en leur disant écoute, je comprends là, que tu portes le hijab, je comprends que c'est ton choix, mais ça serait tellement simple si tu l'enlevais. Ça serait tellement mieux pour tout le monde. Fais donc ça pour nous aider collectivement. Dans sa tête, cette prof-là était convaincue qu'elle faisait quelque chose de positif et pour elle, et pour l'étudiante, et pour la collectivité. Si vous êtes moindrement versé en questions interculturelles ou simplement en notions de psychologie de base, vous vous doutez bien qu'elle était beaucoup plus en train d'attaquer ses étudiants dans l'esprit des étudiants que de les aider. L'effet était complètement contraire à ce qu'elle voulait. Elle pensait faire un genre de forme de prévention primaire, c'est pas ce qu'elle disait elle-même, là, mais c'est ce qu'elle avait en tête. Et dans les faits, elle se retrouvait à pousser ses étudiants exactement dans le sens où elle voulait pas qu'ils aillent. Et généralement, ces étudiants-là avaient un réflexe inverse de dire ma prof est raciste, les profs sont racistes, les blancs sont racistes, le Québec est raciste, et là, ça fait boule de neige. Et c'est une forme de radicalisme qui est aussi à décrier, là, autant que la position que peut avoir un professeur sur cette question-là. C'est une polarisation sociale, c'est des gestes qui nous poussent vers les extrêmes. Aborder les sujets sensibles en classe, allons-y avec le vif du sujet. La notion de sujet sensible, c'est quelque chose qui est extrêmement relatif à chaque individu. D'abord, c'est quelque chose dont il faut prendre en compte. J'ai beaucoup aimé les interventions de certaines personnes, entre autres Mathieu Poulain, je avec son nom de famille, désolé, je ne veux pas écrire ton nom de famille, qui parlait de la relativité au sujet des sujets sensibles. Effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement variable, non seulement en fonction d'une position culturelle à l'autre, mais en fonction d'un individu à l'autre. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le biais culturel ou dans l'ethnocentrisme.
C'est pas parce que je suis une personne qui est convaincue, dure comme fer, que je suis athée, que j'ai nécessairement raison. D'ailleurs, je vous pose la question ici, vous avez tous des convictions religieuses et des convictions personnelles sur la religion. On en a tous, là, que ce soit l'absence de conviction ou des convictions. Vous avez une forme de croyance ou de conviction sur la question. Pensez-vous réellement que si je m'assois avec vous puis que je parle, même pendant 45 heures de cours, je vais vous faire changer d'idée? Je suis convaincu ici qu'il n'y a personne qui serait capable de changer d'idée en 45 heures de cours sur ses convictions profondes. Autrement dit, je comprends l'intérêt de le faire, mais il faut quand même respecter les limites réelles de ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant dans une salle de classe sur ces questions-là. On a souvent des relations collectives beaucoup trop vives à un ensemble de polémiques qui participent à la polarisation sociale. La polarisation autour de la question du mot en haine récemment, qui est à l'Université d'Ottawa, on l'a créé un peu de toutes pièces. J'ai l'impression, à travers cette polarisation-là, de revivre encore une fois la crise des accommodements raisonnables. J'ai l'impression, encore une fois, qu'il y a quelqu'un qui a givré les vitres d'un YMCA et là, ça y est, partout au Québec, on est en train de faire des règlements pour expliquer qu'on ne peut plus lapider les femmes dans notre société. Ce genre de choses-là. Ça me fait un peu flipper, honnêtement, que la classe intellectuelle, que l'ensemble des gens réfléchis au Québec, collectivement réfléchissent et réagissent comme ça. J'ai un malaise, je le dis, là, puis vous me lancerez des roches, des tomates virtuelles, ce que vous voulez, vous spammerez ma page Facebook, ça ne me dérange pas. J'ai un malaise à ce que 600 profs blancs signent une lettre ouverte dans les journaux en disant qu'ils veulent réclamer le droit de dire tel mot, ou de parler de tel sujet dans leur cours. Je comprends pourquoi on le fait. Je comprends l'idée, je comprends l'importance de la liberté académique. Tout ça, ça ne sert à rien de m'écrire tout ça dans le chat. Là. Je le vois, là, je comprends l'importance que ça a. Mais je comprends aussi, si j'étais un jeune noir, le malaise que j'aurais en regardant la liste des profs qui réclament le droit de dire le mot en haine, même si c'est pour un objectif d'apprentissage. Je peux comprendre très bien cette position-là. Et c'est important pour tout le monde de comprendre ça aussi. Tout le monde a la possibilité de regarder la situation de l'extérieur objectivement. Ce que je demande à tout le monde, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est prendre un pas de recul sur ces questions-là. Il faut qu'on soit capable de le faire. Je suis fasciné par le fait que l'histoire du mot en haine est sortie dans les journaux. Là. Je parle de ça parce que tout le monde connaît l'exemple. Là. Il est sorti dans les journaux et 3-4 jours après, il y avait des lettres ouvertes dans les journaux écrites. En tant qu'intellectuel, est-ce qu'on peut prendre notre temps, réfléchir et donner une réponse sensée, éclairée à quelque chose plutôt que simplement se mettre à réagir au fur et à mesure que ça ressort. Il y a plusieurs événements qui ont bousculé le Québec et qui ont polarisé le Québec dans les dernières années. La crise des accommodements raisonnables en est un bon exemple. Vous en rappelez probablement. D'ailleurs, je le dis comme ça, là, c'est quand la dernière fois que vous avez utilisé les mots accommodement raisonnable dans une phrase à l'oral? Parce que c'était une crise en 2007. Ça a donné lieu à la montée de l'opposition officielle à l'ADQ, en fait, en 2007, provoquée essentiellement à cause de ça. Vous vous rappelez le bon temps, Jean Charest, les deux mains sur le volant, tout ça, là, c'était ça. La crise d'accommodement raisonnable, bref, était-ce une crise? Ben, peut-être en 2007, mais je ne suis pas sûr qu'en 2021, c'est une crise. Le débat sur la Charte des valeurs, vous vous rappelez aussi de ce débat qui a polarisé, qui est un peu la suite logique du débat précédent. La polémique slave-Canatan, ça aussi. Sur laquelle même Robert Lepage est revenu 2 ans plus tard en disant « Ouais, c'était pas fort mon affaire ». Mon point étant, on est très prompt à répondre et à se prononcer et à s'indigner. Quand on se met à réfléchir un peu, des fois, on change d'idée. Et c'est ce qui m'est arrivé moi-même. Je m'inclus complètement là-dedans, là, dans cette idée-là. Et récemment, évidemment, la polémique autour du N-word à l'Université d'Ottawa. Vous comprenez bien que tout ça sont des éléments qui sont reliés les uns avec les autres. Tous ces éléments, je l'ai écrits, ont participé sans être la cause unique à la polarisation sociale des dernières années. Je le précise, sans être la cause unique. Encore une fois, lancez-moi pas des tomates virtuelles. Ces débats soulèvent un questionnement qui, en soi, peut être très simple dans une société moderne. Et je tiens à dire aux sociologues de la classe ici ou du groupe que je ne tiens pas à définir le mot société moderne ici, là, je fais juste utiliser un terme. Mais qui peut être destructeur s'il est mal géré collectivement. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est des débats qui sont extrêmement sains. Il faut qu'on se pose ces questions-là, mais si on ne se les pose pas dans des endroits comme maintenant, comme ici, un colloque où on réfléchit, où on écoute, c'est essentiellement l'endroit pour le faire. D'ailleurs, je remercie Habib de le faire encore. Je ne pense pas que l'endroit pour le faire sont les lignes ouvertes de la radio ou les journaux. Personnellement, j'ai l'impression que ça nuit davantage que ça aide. Aborder des sujets toujours sensibles en classe, dans certains débats, et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment insister, là,
Il est important de considérer que tout le monde puisse avoir raison en même temps. Je sais que ça a l'air d'une évidence, mais ce n'est pas tant que ça. Ça se peut que des fois, ça arrive. Je l'ai mis ici, là, c'est extrêmement contre-intuitif. Notre système d'éducation ne nous forme pas à faire ça spontanément. Vous êtes, la plupart d'entre vous, formés en sciences humaines, en lettres, en philosophie. Vous comprenez un peu ce dont je parle. On est formé à pointer le mal. Il est où le mal? Il est là. Je l'ai écrit en 45 pages. On est formé à démontrer qu'on a raison. On est formé à démontrer que l'autre a tort. Je comprends tout ça, là. Mais essentiellement, il y a des endroits où, il y a des sujets où tout le monde peut avoir raison en même temps. C'est normal qu'un prof demande sa liberté académique, réclame sa liberté académique et dise si on limite ma liberté d'expression, ça limite ma manière de m'exprimer en classe, ça limite ma manière de communiquer, puis ma manière de dépolariser l'espace social. J'en ai besoin, c'est un outil. C'est normal. C'est normal qu'en même temps, un étudiant qui a vécu, dans certains cas, des générations d'oppression, vous dise certains termes me rendent mal à l'aise. Certains termes me font mal. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on n'utilise pas certains termes. Ce à quoi répond une partie de la société québécoise, je comprends que tu me demandes de ne pas utiliser certains termes ou de ne pas dire certaines choses, mais j'ai le droit de le faire, et parce que j'ai le droit, je vais le faire. Et je peux comprendre aussi qu'un paquet de personnes réagissent très mal à ce type de position culturelle et qu'ils aient l'impression, du moins, que la classe intellectuelle au Québec agit de manière... Je cherche le terme poli, là. Je vais garder une réserve, je pense que vous pouvez imaginer. En même temps, il ne faut pas tomber dans le relativisme culturel absolu. Le respect des faits scientifiques est fondamental, puis est primordial. Écrivez pas ça dans le chat, je le sais. La liberté, entre autres, la question de la théorie de l'évolution. Je trouve ça fascinant en 2021 que je doive le rappeler, là. Mais effectivement, il y a certains enjeux sur lesquels il ne peut pas y avoir de débat, comme les faits scientifiques de base, la Terre est ronde, la théorie de l'évolution et un ensemble d'autres choses. Alors, l'idée, c'est pas de remettre ça, de se rendre jusque-là dans le relativisme culturel. Vous comprenez bien où je veux en venir. Mais il y a une façon de dire les choses, il y a une façon d'apporter des sujets qui peuvent avoir une influence importante sur nous. Paradoxalement, il y a une polarisation au sujet de la polarisation. Ça aussi, je trouve ça un phénomène intéressant. Vous êtes woke ou nazi, c'est comme ça que je l'ai écrit, grosso modo. C'est assez fou parce que même sur le sujet de la polarisation, il semble y avoir une polarisation sociale. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. L'enseignement, c'est un rapport de pouvoir, mais c'est aussi un dialogue. Ce que je dis là, ça va à l'encontre de la manière classique d'enseigner. Je sais qu'on est habitué à une façon très hiérarchique d'enseigner. Je suis le maître, vous êtes l'élève. J'ai les diplômes, vous les avez pas. Je parle et vous fermez vos gueules. Mais c'est pas du tout, je pense, une approche qui est constructive dans le contexte actuel. Et je pense qu'on vit un changement de paradigme en éducation auquel il faut réfléchir. Quand je dis que c'est un dialogue, plusieurs situations peuvent nous pousser à repenser le rapport entre maître et élève, entre autres ce qui s'est passé récemment dans les questions interculturelles et tous les chocs interculturels qui peuvent se passer dans une salle de classe. Ça nous fait énormément réfléchir sur le rapport entre maître et élève. Moi, je vous dirais que dans les 15 ans que j'ai passé à enseigner au Collège de Maisonneuve, j'ai au moins appris autant sur la société québécoise que j'en ai enseigné à mes étudiants. Et j'ai énormément évolué dans mon enseignement et dans ma conception du monde, de la société et dans mes propres valeurs. C'est quelque chose de très important dans l'enseignement qu'il ne faut pas oublier, je pense. C'est pas vrai qu'on ne peut plus rien dire, pour prendre une phrase qu'on se fait souvent, on entend souvent, c'est simplement qu'on se fait répondre maintenant. On est habitué comme prof de parler, puis c'est tout. Ça se peut que l'éducation nécessite dans certains cas un dialogue et ça se peut que dans certains cas, des étudiants aient besoin de répondre au message qui est envoyé. Ceux qui sont versés dans la théorie de la communication, vous savez qu'il y a des messages qui peuvent être envoyés de différentes façons et quand vous enseignez, vous envoyez un message. Vous ne faites pas juste verser de la connaissance dans des récipients vides. C'est pas comme ça que fonctionne l'enseignement. Du moins, la grande majorité d'entre vous, vous devez le savoir pour l'avoir fait plusieurs fois dans votre vie. Quelques mots sur l'autocensure, sujet très à la mode dont tout le monde parle. C'est un phénomène naturel en enseignement, l'autocensure. Si vous ne vous autocensurez pas dans votre enseignement, je le dis, ça va être j'espère ne pas blesser personne, mais vous avez un problème. L'autocensure, l'enseignement, c'est pas un geste normal. L'autocensure, c'est un phénomène qui est pas nouveau. On a toujours adapté notre discours au contexte dans lequel il s'inscrit. Je ne m'adresse pas à vous aujourd'hui de la même façon que je parle à mon ami au téléphone ou à des amis autour d'un souper de famille ou dans une réunion au travail. Tout ça adapte la façon dont on parle. On choisit nos mots en fonction du contexte et de nos interlocuteurs. C'est normal de le faire. D'ailleurs, sur la politique du N-word, je me permets
Une petite remarque, il y a à peu près 63 000 mots dans la langue française. Si on enlève 2, 3, ça vous enlève 62 900 000 quelques. Là. On est correct, je pense. Cela peut aussi impliquer de réfléchir à la manière dont on présente certains éléments de la matière enseignée. Je sais que c'est là que ça va accrocher. Là. Je vais me faire poser plein de questions. Je vais me faire envoyer plein de tomates, encore une fois. Ça nécessite de changer des certains cas, l'angle d'approche. L'humour, moi, c'est énormément une chose que j'ai changé beaucoup dans mon enseignement, les blagues que je faisais, l'angle que j'avais sur certains sujets. Ça ne veut pas dire que j'enseigne pas la matière, j'ai juste changé ma façon de l'enseigner. Et ça peut aller jusqu'au choix des œuvres. Je sais que c'est polémique. Je donne un exemple comme ça, juste pour que vous compreniez. Là. Si vous êtes dans une salle de classe en lettres et que vous savez pertinemment qu'il y a 5 filles dans votre classe, ou 3 filles, ou 2 filles, ou on ne sait pas, c'est pas important combien, qui ont vécu des formes de violence sexuelle dans leur vie, puis qui sont marquées par ça. Si vous le savez, là. Allez-vous leur faire lire un livre où on décrit un viol de manière graphique et violente? Je pense que poser la question, c'est y répondre, puis c'est une question de jugement assez évidente. Ça peut être la même chose sur d'autres questions, autres que les violences sexuelles. Ça peut être la même chose sur des questions de rapport et de sensibilité ethnique ou même religieuse dans certains cas. Attention à ne pas faire tomber les étudiants dans une stratégie d'écoute passive. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans ce genre de cas-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous choquez trop vos étudiants, si vous les brusquez, dans certains cas, par principe de les brusquer, parce que certains profs veulent le faire parce qu'ils trouvent ça important, ils se disent, tiens, l'enseignement, c'est brusquer les gens, c'est confronter ses idées, je comprends l'idée, mais si vous faites ça trop souvent, ils ne vous écoutent plus, ils ne vous valorisent plus et ils vont faire ce que plein d'étudiants font, prendre des notes, mettre à l'examen ce que vous voulez. Ils vont se dire, ce prof-là, il est à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il veut entendre? Puis ils vont vous écrire ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez lire, vous allez leur mettre une bonne note, puis ils vont complètement oublier ce que vous avez dit. Ils vont essentiellement complètement passer à travers votre cours comme un fantôme, sans retenir absolument rien. Importance, j'achève là, pour ceux qui se posent la question, on est vers la fin de la présentation. Importance de l'espace de discussion qui est la salle de classe. Je parlais tout à l'heure de la prévention primaire. Je vous disais qu'un des objectifs de la prévention primaire, c'est de donner des espaces de dissension, donner des interlocuteurs crédibles aux yeux des étudiants. La salle de classe, c'est un espace de discussion, c'est pas juste un espace d'enseignement, particulièrement dans les matières qui sont concernées par le type de polémique dont on parle aujourd'hui. Il faut laisser les jeunes s'exprimer dans un cadre contrôlé. Quand on le fait, là, ça peut être un puissant levier de prévention du radicalisme et surtout de la polarisation sociale. La plupart d'entre vous, vous l'avez vécu, il y a des étudiants qui sortent des grossièretés dans votre salle de classe. Qu'est-ce qu'on fait quand un étudiant a des propos racistes dans notre salle de classe? C'est une super bonne question. Là. Vous pouvez c'est sûr que vous pouvez le mettre dehors, c'est sûr que vous pouvez le faire taire. Puis évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut encourager les propos racistes dans une salle de classe. Là, loin de moi l'intention de dire ça. Mais si vous faites simplement taire brutalement votre étudiant, il va aller s'exprimer ailleurs. Souvent, les jeunes étudiants de 17, 18 ans, 20 ans, 21 ans, ils n'ont pas d'autres modèles, ils n'ont pas de manière de confronter leurs idées, ils sont entourés de gens qui n'ont pas la capacité intellectuelle que vous avez, ils ont besoin de vous comme enseignant pour être en mesure de remettre en question certaines choses qu'ils ont entendues ailleurs. Puis à 17 ans, on en dit des niaiseries, puis des grossièretés, sérieusement. Donc, il faut faire attention à ne pas trop baliser ce que les étudiants peuvent dire en classe aussi pour la même raison. Leur permettre de s'exprimer dans une salle de classe sur ces questions-là, leur permettre de discuter du mot en haine, de dire leur malaise, c'est un outil de prévention. C'est une manière pour eux de comprendre, ah, oui, mon prof comprend. Mon prof fait partie peut-être de la majorité blanche francophone, mais il me comprend. Il y en a un paquet de monde qui pense comme moi. Habib, tu me dis que j'achève vers la fin, hein? Je t'entends respirer. C'est ça que tu veux? Oui, j'ai compris. Je vais accélérer. Le remède de la polarisation sociale, c'est le dialogue social. C'est aussi simple que ça. La classe, ça devrait être ça, sa fonction. Si on envisage la salle de classe comme un espace de dialogue, c'est normal que quand on enseigne, on se fasse répondre. On doit être prêt comme enseignant à recevoir certains messages qui peuvent nous choquer en retour. C'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'on est formé. C'est pour ça qu'on est allé des années à l'université. Tout ça a des limites qui doivent être cadrées. C'est un peu l'objet de la discussion de la société québécoise en ce moment. Je termine avec rapidement une dernière diapositive. J'en ai une et demie à faire là, très vite. Un truc qui me semble évident, c'est simplement mentionner, quand on veut désamorcer une situation en classe, c'est simplement mentionner aux étudiants l'existence du débat social dans lequel s'inscrit notre enseignement. Si vous le dites avant de parler d'une œuvre particulière ou délicate, je le sais qu'il y a un débat là-dessus. Je suis conscient de ça. Ils vont en partant, vous se mettre de votre côté et être beaucoup moins confrontants avec vous, ne serait-ce que parce que vous le faites. Ce qui choque souvent certains jeunes, c'est la naïveté des enseignants. C'est souvent ça. Ils ont l'impression que le prof dit certaines choses sans comprendre l'impact que ça a.
Si le prof démontre qu'il n'est pas naïf sur une question sociale et délicate comme ça, généralement, je vous l'ai mis juste ici, ça peut servir à désamorcer à l'avance des situations potentiellement conflictuelles. La vaste majorité des étudiants vont avoir tendance à éviter les confrontations avec l'enseignant s'ils sentent que ce n'est pas nécessaire. Donc, donnez-leur pas de munitions pour le faire, puis ils ne le feront pas. Il faut bien sûr faire attention à ne pas tomber dans la cancel culture, ce fameux terme. On l'a bien vu dans le milieu artistique, faire face à cette problématique, mais je ne pense pas que c'est le cas du milieu de l'éducation. Combien de dizaines de milliers d'heures de cours se donnent-elles au Québec à chaque jour sans qu'il y ait de polémique sur ces questions-là qui se passent? Ce n'est pas une épidémie ce qu'on vit, là. On a 3-4 cas sur des millions d'heures de cours qui se donnent annuellement au Québec. Et on est en train de monter complètement ça en intègre et d'écrire des lettres ouvertes dans les journaux. Et finalement, mon message aux enseignants, je termine avec ça. Prenons un pas de recul, s'il vous plaît. On respire par le nez. Réfléchir plutôt que réagir, parce que ce n'est pas notre fonction d'éducateur et d'intellectuel, plutôt que de réagir rapidement. Prenons notre temps avant de le faire. Soyons nuancés, apprenons nos étudiants à composer avec le gris. Commençons par donner l'exemple comme classe intellectuelle, puis apprenons à nuancer avec notre propre flou sur ces questions-là. Puis en tant qu'enseignant, on est dans une position sociale privilégiée. On a la responsabilité de dépolariser le débat social. C'est carrément notre travail de le faire. Et je termine avec une remarque éditoriale. Ce serait intéressant que le monde médiatique nous donne un coup de main. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Merci, M. Champagne. Merci beaucoup, Jérôme. Écoutez, on a dépassé le temps. Je veux juste prendre une question. C'est en lien avec les balises. La question, c'est est-ce que, dans ce cas-là, dans ce que vous présentez, un intervenant qui demande comment on peut baliser l'acte pédagogique dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut le baliser? Ben écoutez, là, je vais commencer par dire que je n'ai pas la réponse à ça là, et que c'est certainement pas moi qui va répondre à ça. On est 400 profs ici, puis ça devrait être une intelligence collective qui répond à cette question-là plutôt qu'une intelligence individuelle, je vous dirais. Donc, mais est-ce qu'on peut le baliser? Oui, on peut le baliser. Moi, ce que j'incite les gens à faire, c'est de réfléchir et de prendre notre temps avant de le faire. Il va y avoir des recherches qui vont être faites. Il va y avoir des chercheurs qui vont se prononcer sur la question. C'est un sujet qui est nouveau, tout ça. Les sociétés n'ont pas toujours été confrontées aux problématiques qui sont arrivées maintenant ici. Ça fait 5-10 ans qu'on est vraiment confronté à ces grandes questions de polarisation sociale et de la balise qu'on doit faire par rapport à ça. Donc, ma réponse serait très simple, c'est laissons le temps aux gens de réfléchir, laissons le temps aux chercheurs d'écrire, prenons notre temps, respirons par le nez, puis on aura une réponse à notre question dans 5 ans, dans 10 ans. Je sais que c'est plate, mais c'est comme ça qu'avance la science. On ne peut pas la forcer. Voilà.